Toda Lily Cohen. L'ambassadeur de France en Israël, Monsieur Christophe Bigot, est en route et arrivera un peu plus tard. Donc, ce sera l'attaché culturel, Monsieur Olivier Rubinstein, et qui va nous dire quelques mots. Comme je l'ai dit auparavant, l'aide apportée par l'ambassade de France en Israël est vitale pour le département de français. Son soutien indéfectible via l'Institut français de Tel Aviv permet d'inviter, d'accueillir ici des professeurs, des chercheurs français, d'organiser des colloques, de consolider des projets et tout simplement d'être ici aujourd'hui. Donc je vous remercie vraiment et je voudrais donner la parole à Olivier Rubinstein. Merci. Je serai bref parce que je ne vais pas me substituer à notre ambassadeur qui va arriver, je l'espère. Je voulais simplement vous redire le plaisir que nous avons à cette collaboration avec le département des études françaises depuis longtemps maintenant. L'année dernière, nous avons soutenu le colloque Jean-Jacques Rousseau, qui avait été une véritable réussite. Cette année, nous sommes associés pour inviter et organiser les événements autour de Michel Onfray. Et c'est un véritable plaisir. Je remercie Lily Cohen pour son travail passé, présent, futur, son soutien indéfectible. Et je remercie évidemment Michel Bokobzakan, énergique nouvelle directrice, qui fait un travail tout à fait admirable. Lorsqu'elle m'a parlé de cette idée d'inviter Michel Onfray, j'ai eu un tout petit moment d'hésitation, je dois le dire, tout petit moment d'hésitation, parce que je me suis dit, Michel Onfray est un intellectuel controversé. Mais cette hésitation a vite été effacée parce que finalement, je me suis dit, qu'est-ce qu'un intellectuel qui ne serait pas controversé? Et j'attends plutôt justement des intellectuels qui le soient, c'est-à-dire qu'ils suscitent le débat. Et Michel Onfray, depuis longtemps déjà, de par son travail à l'Université populaire de Caen, par son Université du goût et par je dirais, le nombre de sujets dont il s'est emparé a suscité la polémique, continue de la susciter, mais c'est plutôt ça que nous attendons d'un intellectuel. Et on n'attend pas une espèce de lissage de la pensée. Et je pense que justement, ce travail que Michel Onfray mène, qui est discuté, qu'on peut discuter, et il faut discuter, je veux dire, et c'est normal de discuter, est une chose absolument salvatrice pour la pensée libre. Donc j'espère que cette séance ici, cet après-midi, que demain à l'Institut, où nous recevrons Michel Onfray aussi, eh bien, qu'il en restera, je suis convaincu qu'il en restera quelque chose, et je lui souhaite la bienvenue, puisque c'est la première fois qu'il est en Israël. Je suis convaincu, même si c'est un bref séjour, qu'il reviendra, et cher Michel, je vous souhaite un très bon séjour. Merci. Je n'ai absolument pas lu le discours qui était prévu, qui était celui de l'ambassadeur. Hein. Merci, Olivier. J'ai maintenant le plaisir d'inviter le professeur Martina Torrens-Frangi, professeur de littérature à l'Université de Salamanque en Espagne. Martina Torrens-Frangi est spécialiste de poésie contemporaine et plus particulièrement des rapports dynamiques qui se tissent entre poésie et philosophie. Elle a publié un livre sur l'œuvre poétique de Saint-John Perse et de nombreux articles sur Bonnefoy, Jacotet, Laurent Gaspard, des poètes espagnols. Enfin, et c'est surtout la raison pour laquelle je lui ai demandé tout de suite d'être ici présente et qu'elle m'a tout de suite dit oui. Elle a écrit un livre sur l'œuvre de Michel Onfray intitulé Michel Onfray et le principe d'incandescence qui doit paraître très prochainement chez Grasset. Je remercie Martina Torrens-Frangi d'avoir vraiment accepté de venir de Salamanque pour nous présenter l'œuvre de Michel Onfray et de nous parler de quelques cailloux dans la forêt.
J'essaye de reprendre la photo, mais elle a disparu. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. C'est bon. C'est bon? Alors, Erev Tov, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier ma collègue et amie Michel Bokobsa-Kahan et le département d'études France en Israël depuis longtemps. Son souhait est réalisé et j'espère qu'il reviendra et qu'il reviendra un peu plus de temps. 50 livres pour un auteur encore jeune, plus de 50 livres, fruit d'un travail incessant et inlassable. Aujourd'hui, présenter rapidement cette œuvre ample et multiforme va m'obliger à des mutilations et à des simplifications outrageuses. Mais en entrant ici, dans cette forêt proliférante et profonde, exotique dans le paysage philosophique français et donc menacé souvent d'incendie, solitaire et cependant peuplé de philosophes, d'artistes, de poètes. Je ne prétends pas la parcourir, mais seulement y semer quelques cailloux en forme de repères, tenter aussi peut-être de faire entendre un peu de sa rumeur, de sa force aussi. En effet, quand on ouvre un livre de Michel Onfray, sa parole dégage une énergie faite de chaleur et de clarté, traduisant un mode de connaissance issu à la fois d'une démarche intellectuelle et d'une expérience vitale. Une manière peu conformiste d'écrire la philosophie, car elle émane d'un jeu nourri d'innombrables lectures et aussi d'une lecture de soi-même. Les beaux textes que Michel Onfray a consacrés à Montaigne sont significatifs à cet égard. En effet, pour Michel Onfray, il existe deux grands lignages de philosophes, ceux qui réfléchissent à partir de leur contexte, de leur corps, de leur pratique quotidienne, et ceux qui sont plus proches du concept, de la théorie, de l'abstraction. Ces préférences le portent vers les premiers. Je le cite, « J'aime la philosophie incarnée, vivante, de chair et d'os, engagée dans le réel, susceptible de produire des effets immédiats, de modifier une vie quotidienne, d'infléchir une existence tout entière. » Dans tous ses livres, Michel Onfray, à rebours d'un structuralisme longtemps hégémonique, inscrit toute idée dans le terreau d'une vie, des philosophes, traite de ces liens intimes entre le corps et la pensée. Le titre annonce qu'il va s'écarter de la tradition dualiste platonicienne et aborder la philosophie par la bouche et par l'alimentation. 7 auteurs en quête de leur assiette, dans les deux sens du terme, illustrent ici
que les goûts, les aversions ou les délices sont aussi déterminants que les idées, et plus encore qu'ils peuvent les façonner. Du poulpe de Diogène à la phobie des crustacés chez Jean-Paul Sartre, en passant par la Voie lactée de Rousseau, se lit le rapport à leur personne, à leur entourage social, à leur philosophie. Le premier chapitre consacré donc à Diogène nous rappelle que Michel Onfray est entré en philosophie par l'Antiquité. Ce qu'il a requis chez la plupart des philosophes anciens réside dans la façon d'envisager la philosophie comme la mise en pratique d'une pensée. Dans cette perspective, il a écrit 2 livres qui définissent bien 2 de ces grandes orientations. L'un sur Diogène de Sinope, l'autre sur Aristippe de Cyrène. Le premier, intitulé « Cynisme » au pluriel, portrait du philosophe en chien, reprend et éclaire la double acception vulgaire et philosophique du mot cynisme pour éviter les assimilations fautives. Il montre que les philosophes cyniques ne furent ni des chiens de garde au sens où l'entendait Paul Nizan, ni des loulous dociles, c'est une expression de Michel Onfray, mais avec eux, Diogène emprunte les chemins de l'insoumission et de la révolte contre tous les grégarismes. Une révolte sans violence, car il ne s'adresse pas au collectif, mais à l'individu ordinaire, à l'homme de la rue, à l'homme de l'agora. Armé d'ironie, les cyniques incitent de Platon, dont il est aussi l'opposé, en particulier par son souci du monde sensible. Il y expose son éthique, dont le point d'équilibre peut s'atteindre dans la célébration du présent, ni obscurci par le passé, ni angoissé par l'avenir. Il expose aussi sa subtile arithmétique des plaisirs, où l'hédonisme va de pair avec un constant maintien de la liberté intérieure. Non pas à s'abstenir des plaisirs, comme les spécialistes du silice, et c'est une expression de Michel Onfray, mais les pratiquer sans être subjugués par eux. Donc c'est une maîtrise tout en souplesse. Une longue série de caricatures a abîmé l'image d'Aristippe de Cyrène et de sa postérité, dépeints comme des jouisseurs effrénés et grossiers, ou confondus aujourd'hui avec les adeptes d'un consumérisme trivial. On assiste donc, dans l'œuvre de Michel Onfray, à une réévaluation, à un éclairage plus juste de certains courants de la philosophie. Par exemple, matérialisme, hédonisme, cynisme, d'autres encore, sémantiquement altérés et dénigrés par une tradition à dominante idéaliste dont il a développé et détaillé les étapes principales: platonisme, christianisme, idéalisme allemand. Son intérêt pour des pensées antiques reléguées dans des zones d'ombre par une organisation méthodique de l'oubli, selon son expression, Michel Onfray l'a étendu à l'histoire de la philosophie en général en questionnant son historiographie. Dans sa contre-histoire de la philosophie, passionnant projet et réalisation imposante en plusieurs volumes, il propose en méthode alternative l'étude de ces philosophes hétérodoxes, peu ou pas du tout enseignés
par l'institution scolaire ou universitaire. On y rencontre aussi d'autres penseurs canoniquement consacrés, eux, dont Michel Onfray considère des aspects non traités ou des ouvrages moins ressassés. Ou bien encore, d'autres auteurs, prisonniers d'une légende qu'ils ont forgée et qui est devenue la seule clé pour les interpréter, comme le pense et l'expose Michel Onfray dans son livre sur Freud. Les philosophes qui peuplent la contre-histoire sont beaucoup moins soucieux de transcendance que du monde ici et maintenant qu'ils analysent et qu'ils valorisent, et où ils cherchent des réponses viables plutôt que des constructions conceptuelles sublimes mais inhabitables. Depuis les matérialistes abdéritains jusqu'aux freudiens hérétiques, en passant par les épicuriens de Campanie, les gnostiques les licencieux ou les ultras des Lumières, cette contre-histoire permet de nouveaux angles de vue et des questions inédites. Certes, plusieurs de ces philosophes ont été commentés, mais parfois la bibliographie fait défaut ou elle est incomplète. Mais surtout, ils sont restés sujets d'études limités à un monde docte et souvent autarcique. D'où la pertinence pour Michel Onfray d'une triple question. Dans quel lieu parler de cette philosophie alternative? Pour qui? Et dans quel but? Il y a répondu en créant, en 2002, dans la région où il est né et où il vit, en Normandie, une université populaire dans la ville de Caen. Bon, les universités populaires ont été fondées en France à l'époque de l'affaire Dreyfus pour lutter par la culture et le savoir contre l'antisémitisme. En 2002, il y a des élections en France et le leader raciste de l'extrême droite, Le Pen, passe au premier tour de scrutin. Michel Onfray décide d'abandonner l'éducation nationale et fonde, avec une équipe d'amis, l'université populaire qui vise à concrétiser la phrase de Diderot « Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire », ce qui ne signifie pas la rabaisser ou prétendre la rendre facile, mais au contraire lui donner un contenu de haut niveau dans un langage audible. L'université populaire est ouverte à tous, gratuite, sans obligation d'examen. Une vingtaine de professeurs, tous bénévoles, y enseignent dans des séminaires variés, architecture, lecture de textes classiques, femmes et société, musique, cinéma, psychanalyse, etc. Michel Onfray a écrit 2 livres, enfin maintenant je crois que ce sont 3 livres, intitulés « La communauté philosophique », où il explique les enjeux de cette université différente, qui délivre un savoir autre, tourné vers des finalités distinctes. Je le cite. L'université populaire ne se fait pas contre l'université classique qui a ses règles, mais ailleurs, ni en complément, ni en adversaire, ni en concurrente, mais en lieu alternatif où s'enseigne tout ce qui peut conduire à une vie philosophique, ce qui est le cadet des soucis de la philosophie universitaire. Entendons par là, et Michel Onfray va l'expliquer beaucoup mieux que moi, la visée d'une cohérence la plus adéquate possible entre une pensée et une existence dans les conditions singulières de chaque individu.
Si l'université populaire de Caen peut figurer comme une sorte de jardin d'Épicure au présent, c'est dans un véritable jardin que Michel Onfray a créé un autre lieu étonnant, l'université populaire du goût. La culture de ce potager, par des amis travailleurs au chômage, est à l'origine d'une petite communauté où s'échangent les saveurs et les savoirs. Dans une ambiance chaleureuse, ouverte à tous, on goûte les produits de ce jardin, préparés par d'excellents cuisiniers. On peut assister à des concerts de musique, des conférences, des expositions de peinture, de sculpture. Tout cela se passe à Argentan, en Normandie. Ces avancées dans le réel le plus quotidien tendent pour Michel Onfray à une actualisation contemporaine des intentions de la philosophie antique, avec comme colonne vertébrale un hédonisme considéré comme un vitalisme athée, permettant de circuler dans des lieux philosophiques moins fréquentés, donc à découvrir. L'athéisme de Michel Onfray n'est pas, comme tous ses choix philosophiques, une appellation conceptuelle, mais un levier pour penser et pour agir autrement. Il s'active quand on passe de la croyance privée aux affaires publiques. Michel Onfray montre bien la vigueur des imprégnations religieuses, même chez des esprits laïques, par exemple en médecine ou en droit. Ces formatages, parfois peu visibles, empêchent l'épanouissement de ce qu'il appelle une pensée post-chrétienne, qui serait totalement libérée des carcans théologiques dans des domaines fondamentaux. J'énumère rapidement ces domaines: l'enseignement, le couple, le statut de la femme, les morales sexuelles, les traitements du corps dans la santé ou dans la souffrance, l'euthanasie, le suicide, la bioéthique. Plusieurs de ses principaux livres proposent les modalités d'une authentique philosophie de l'immanence et de sa pratique. Je cite: une éthique, la sculpture de soi; une érotique, théorie du corps amoureux; une politique, politique du rebelle; une épistémologie, féeries anatomiques; une métaphysique, traité d'athéologie. Un ouvrage de Michel Onfray rassemble ces grandes options et les connecte entre elles. Son titre, La puissance d'exister, emprunté à Spinoza, dit son admiration pour le philosophe juif, souvent présent dans son œuvre. Mais on y lit aussi son propre itinéraire, construit sur une pensée indépendante, hors des appartenances académiques, religieuses ou politiques. Une pensée éloignée des passions tristes, dont parlait Spinoza, condition d'une existence où le refus des impératifs doloristes, le choix du tragique contre le pessimisme, du rire comme levain de l'immanence la plus efficace, ce sont les paroles de Michel Onfray, s'érige en volonté, où le sentiment lucide de la finitude humaine, sans illusion d'au-delà, n'invalide pas, justement, la puissance d'exister, mais la libère et l'intensifie. Je ne voudrais pas terminer cette présentation sans parler, dans les quelques minutes qui me restent, de Michel Onfray comme écrivain. On ne le fait pas souvent et je pense que c'est assez regrettable. Au fil de ces pages, on perçoit d'abord l'étendue de ses registres, aux lisières entre plusieurs genres, jouant sur la diversité de ses thèmes et de ses tons réflexifs,
ironique, inductif, voluptueux, blessé, combatif, oxymorique. On pourrait dire aussi que son écriture fait corps avec sa philosophie. Elle s'écarte d'un lexique opaque et laisse affleurer son goût du langage. Nous lisons chez lui une déclaration qui, émanant d'un penseur hédoniste, la rend plus précieuse encore. Il écrit « Les plaisirs que je dois à la langue française surclassent et de loin tous les autres dans mon existence. » La notion de style est importante chez Onfray, quelque chose qui s'apparente à une respiration, à une ponctuation biologique, comme il l'écrit, une écriture où philosophie et poésie ne se vivent pas dans l'antinomie au sein d'une prose incandescente. Dans un très beau texte intitulé « Pour un matérialisme poétique », Michel Onfray explicite comment le philosophe français Gaston Bachelard, recto épistémologique, verso poétique, a procédé à une réhabilitation heureuse de la matière sous toutes ses formes, ses couleurs, ses textures, ses saveurs, créant ainsi une phénoménologie avenante et substantielle exprimée à la première personne. L'écriture de Michel Onfray, dans beaucoup de ses livres, explore ces contrées. On voit que sa prose avance dans l'épaisseur des mots et des choses, avec une fin d'ogre, pas méchant, un appétit de sillonner le champ des connaissances, des objets, des visages du monde. Les 4 tomes de son journal hédoniste l'attestent par leur contenu foisonnant. On peut lire, dans le prologue du tome 1, on peut lire ceci. « Ce qui donne du goût à la vie est dans ce livre, l'amitié et la lecture, la musique et les beaux-arts, la littérature et les voyages, l'écriture et le corps, la poésie et la philosophie, la conversation et la gastronomie, l'enfance et le silence, l'admiration et la colère, la mémoire et la mort. » Trop à l'étroit dans une approche unique, son écriture établit des passerelles entre sa propre réflexion et d'autres domaines. Nombreux sont ces textes qui croisent musique et philosophie, mais aussi des livres importants écrits en hybridant philosophie et photographie, sur, par exemple, Bettina Reims ou Willy Ronis, philosophie et peinture, sur Monsu Desiderio, Ernest Pigno-Ernest, Vladimir Velikovitch. Au discours de Michel Onfray sur la peinture, il faut ajouter ces questions sur l'art du portrait et ceux qu'il trace dans son écriture, des philosophes bien sûr, nombreux, mais pas seulement. Je mentionne, entre tant d'autres, le portrait très neuf d'Arthur Rimbaud, à partir de ses autoportraits d'Afrique, le commentaire fouillé et sensible du portrait de Jacques Derrida, peint par Valerio Adami, le portrait vivant d'Anne Frank, hors des mausolées officiels, rendu à l'originalité de son caractère et à sa condition de grand écrivain. Michel Onfray est aussi l'auteur d'une théorie du voyage, dont le sous-titre « Poétique de la géographie » se concrétise dans une série de textes et de livres superbes. Je vais terminer par 3 d'entre eux, où se nouent étroitement un style et une pensée philosophique indissociables des lieux où elle est née et où elle s'est déployée. La géographie la plus proche, la plus affective, c'est pour Michel Onfray celle de la Normandie. Là, il découvre dès son enfance les iniquités et l'autorité brutale dans le monde de l'agriculture où son père travaille comme ouvrier.
Un peu plus tard, à 2 reprises, durant ses études, il rentrera à l'usine de son lieu natal et y vivra la pénible expérience qu'il relate dans le prologue de Politique du rebelle, prologue intitulé « Physiologie du corps politique ». Là, il met à nu une mémoire et une peau meurtrie par un travail qui ravage et qui abrutit. C'est le récit d'une insoumission et de la formation d'une sensibilité libertaire. L'affirmation qu'on trouve dans toute son œuvre et sa vie de rester fidèle au monde de ses origines, de ne pas l'oublier ni le trahir. Le premier chapitre de ce livre, intitulé « De la Genèse afin de combler le trou noir », commence par le suicide de Primo Levi et une réflexion sur le monde concentrationnaire. Ces 2 généalogies, personnelles et historiques, amorcent la réflexion postérieure du livre via Robert Antelme d'abord, puis Pierre Bourdieu, sur les damnés, les réprouvés, les exploités de la société actuelle, pris dans les rouages de l'engrenage ultralibéral, huilé par une puissante doxa à son service. Le phrasé qui scande ce livre dévoile, informe, témoigne, dans une belle prose impétueuse et résistante, d'une rare intensité. Mais elle propose aussi des issues non conventionnelles. Autre escale décisive dans le périple philosophique et créatif de Michel Onfray, Venise, qui va rendre possible l'écriture de la sculpture de soi, l'ouverture du livre, flamboyante, donne à voir, à entendre les éclats, les mélodies, la nuit de Venise, les voix et les gestes de ceux qui l'aiment et l'ont aimé, l'arrachant aux stéréotypes des autres. La rencontre avec la statue du condottiere de Verrocchio, comme personnage conceptuel, selon le terme de Gilles Deleuze, provoque une splendide méditation hors des sentiers battus sur les exigences d'une sculpture de soi et de sa vie qui puisse aussi se rendre poreuse à l'autre. Enfin, des éclats chatoyants et raffinés de Venise, on peut passer à un paysage dépouillé, élémentaire, dans un autre très beau livre intitulé « Esthétique du pôle Nord ». Réalisant un souhait très ancien de son père, Michel Onfray part avec lui pour fêter ses 80 ans au-delà du cercle polaire. Il dit magnifiquement les pierres, les nuances du gel, l'ours blanc, les hommes, leur temps volé, leur espace massacré. Il raconte les gestes de ces Inuits devenus des amis. Il exprime avec bonheur le lien noué par le regard, le silence et la ressemblance entre son père et le vieux chaman, dans la dureté et la beauté boréale. Je vais terminer ici sans conclure, car tout reste ouvert. Je vais terminer sur cet espace nu et blanc où va venir s'inscrire la parole de Michel Onfray pour aborder maintenant l'ordre libertaire, la vie philosophique d'Albert Camus.